Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de faire cette petite vidéo, elle est pas très préparée, même pas du tout, pour vous présenter des livres que j'avais reçus ces derniers temps parce que je les avais commandés. Et en fait, ça va avec un mouvement plus général. Ça fait quelques temps maintenant que je réfléchis de plus en plus à la manière dont je constitue ma bibliothèque. Ce n'est plus comme quand j'avais 17 ou 18 ans, l'entassement de tous les livres possibles. Et je me souviens de ma première année d'études, mon lycée était juste en face d'un Gibert Jeune, avec les gros bacs pleins de classiques à 50 centimes. Donc j'y allais et je revenais avec des piles énormes. Quand j'ai découvert Bouligné en venant à Paris, c'était encore plus incroyable. Mais bon, aujourd'hui c'est plus possible, d'abord parce qu'il y a des contraintes de place, et puis parce que j'ai commencé à comprendre, mais c'est extrêmement récent, que je n'aurai pas le temps de lire tous les livres. Et bon, ces réflexions-là, elles vont de pair avec autre chose. J'ai envie d'avoir les livres, mais pas tous les livres. J'ai pas envie d'avoir, par exemple, tous les romans de Balzac, ça sert à rien, ils sont tous dans la bibliothèque à côté, et je peux les emprunter. Et donc, j'ai un peu un système maintenant à deux entrées. Une entrée emprunt, ça va être les classiques, les livres de poche, et une entrée achat. Et dans l'entrée achat, il y a deux trucs. Il y a la poésie. J'emprunte pas de poésie parce que ça correspond pas à ma manière de lire la poésie, qui est plus une manière au long cours. Il y a les beaux livres, les livres qui en soi sont des objets que j'ai envie de posséder. Mais il y a aussi les livres que j'ai envie de posséder pour les sauver. Alors, je suis pas une sauveuse universelle, mais en fait, il y a beaucoup de livres dans l'histoire de l'humanité qui ne sont plus édités, et pourtant qui ont de la valeur. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment ? Je suis en train de lire, grâce à la chaîne YouTube de Grains de Lettres, L'âge d'or de l'ordre masculin, donc le 4e volume d'une série écrite par l'historienne Eliane Viennot. En fait, Eliane Viennot, elle est spécialiste des liens entre les femmes et le pouvoir dans l'histoire de France. Donc ça, c'est le 19e siècle. En parallèle, je lis le tome 2 de Femmes et littérature, une histoire culturelle, qui est un ouvrage qui a été dirigé par Martine Reid, mais ensuite, ça c'est le tome 1, les co-autrices ont écrites chacune un chapitre par siècle, et puis il y a un dernier chapitre qui s'appelle Francophonie au pluriel. Voilà. Et donc je me suis un petit peu focalisée du coup sur le 19e siècle avec ces lectures croisées, parce qu'en fait Eliane Viennot s'intéresse beaucoup aussi aux dynamiques d'édition, de critique, d'écriture des femmes du 19e siècle, et à la manière dont elles ont été en fait écartées des lieux institutionnels, et notamment de la reconnaissance que peut offrir l'intégration dans une histoire littéraire. À la fin du 19e siècle, Gustave Lanson écrit une énorme histoire littéraire, et en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la personne qui institue l'histoire littéraire comme discipline universitaire. Parce qu'avant, la recherche en littérature à l'université, c'était la philologie, et à partir de Lanson, ça va devenir l'histoire littéraire. Et dans l'histoire qu'écrit Gustave Lanson, il y a extrêmement peu de femmes, en tant qu'autrice en tout cas. Voilà. Et c'est ce qu'explique à la fois Viennot et Reid quelque chose de profondément idéologique. Il ne faut pas croire que c'est simplement qu'il s'est dit les femmes n'ont pas de talent, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc forcément, en lisant ces deux livres, je vois passer des tas de références de livres que j'ai envie de lire, qui sont des livres qui ne sont plus édités, pas forcément depuis l'époque où ils ont été écrits, parfois ils ont été réédités dans les siècles suivants, mais en tout cas plus aujourd'hui. Et moi j'aime un petit peu cette idée que la bibliothèque que je constitue, c'est aussi un lieu où on peut encore lire des textes, en attendant qu'ils soient réédités par des maisons d'édition qui vont faire le boulot. Ça, on y croit. Mais voilà. Alors je voulais juste vous montrer mes petites acquisitions parce que j'étais trop contente. Et ça commence avec ce volume de bouquins, des éditions bouquins, chez Robert Laffont, qui est consacré aux romancières du XVIIIe siècle. C'est sur Twitter qu'on me l'a recommandé. Je connaissais certaines de ces autrices déjà parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'avais participé médiocrement au challenge
#JeLaLis, qui consistait à marrainer une autrice oubliée de l'histoire littéraire, et j'avais choisi Marie-Jeanne Riccoboni, une romancière, une épistolière, enfin elle écrivait des romans épistolaires, au XVIIIe siècle, c'était une best-seller absolue. Et j'avais lu 2 romans que j'avais très mal défendus sur les réseaux sociaux, et j'en suis désolée parce que c'était vraiment génial. Et dans la foulée, j'avais lu plusieurs romans d'autrices du XVIIIe siècle que je trouvais sur Wikisource, et que j'ai importé sur ma liseuse. Donc notamment, j'avais lu Claire d'Albe de Sophie Cottin, j'avais lu 2 courts romans de... comment s'appelle-t-elle ? Claire de Duras, Ourika et Édouard. Les romans de Claire de Duras sont extrêmement intéressants parce qu'il y a toujours... en fait, elle met en scène des histoires d'amour, où l'amour est impossible à cause de différences sociales. Et vraiment, du coup, elle agit en sociologue de son époque. Dans Ourika, qui a été aussi un best-seller, c'était une jeune femme noire, sauvée de l'esclavage par une mère adoptive de l'aristocratie, sans préjugés, et qui ensuite comprenait en fait dans l'adolescence, par une remarque de travers, qu'en fait elle n'avait pas la bonne couleur de peau et que ça lui interdisait la vie à laquelle elle aspirait. Et dans Édouard, c'est une différence de classe sociale entre une aristocrate et un roturier. Voilà. Et donc là, on m'a conseillé chez ces romancières, notamment Isabelle de Charrière. Bon bref, j'ai hâte de toutes les découvrir. Alors, ce bouquin-là, il date de 1996. Il n'a plus été réédité ensuite, donc je l'ai acheté d'occasion. Donc en fait, la plupart des romans qu'on voit ici ne sont pas du tout édités aujourd'hui. À l'exception de Madame de Graffigny, dont les lettres d'une péruvienne se trouvent chez G.F. Lamarrion. Il me semble qu'on doit aussi trouver des petites éditions de Madame de Duras. Quelque chose de Madame de Genlis aussi. Bref, la plupart, non. Et quelqu'un faisait remarquer à très juste titre sur Twitter que c'était peut-être un petit peu dommage, sur les livres de femmes, de mettre des femmes nues. Pourquoi ? Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, on est dans cette continuité-là avec ce bouquin de Louise Collet. À nouveau une femme à moitié nue et très orientalisée. Donc on a un petit peu un combo ici. Donc Louise Collet, moi je la connaissais parce que souvent quand on citait la correspondance de Flaubert, c'était des lettres adressées à Louise Collet. Mais je ne savais pas qu'elle était elle-même écrivaine en fait. Et que apparemment son œuvre est super intéressante. Donc là, Les Pays Lumineux, Voyage d'une femme de lettres en Haute-Égypte 1869. En fait, c'est quand Louise Collet est déjà âgée, qu'elle a cessé visiblement de plaire à Flaubert. Elle se rend sur ses traces en Égypte, parce que lui était parti en Égypte, et elle écrit un espèce de journal de voyage, journal de fin d'un amour. Voilà, pour l'inauguration du canal de Suez, c'est ça. En 4e de couverture, on dit cela qui est charmant, que ses collègues la boudent parce qu'il fuit la muse vieillissante. Donc ça c'est pareil, c'est une édition qui date de 2001, que j'ai acheté d'occasion, il me semble qu'il n'existe plus en neuf. C'est déjà pas mal, hein. C'est récent 2001. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre récemment ? Alors ça, c'est la seule entorse en fait, puisqu'Henri Monnier n'est pas un pseudonyme de femme, hein, c'est réellement un homme. Le roman Chez la portière. En fait, je trouvais ça super intéressant. Apparemment, au XIXe siècle, les hommes de lettres avaient envie d'avoir un lectorat cultivé, érudit, bref, un lectorat à même de valoriser leur œuvre par une relation d'homologie. Mais en fait, beaucoup de ces écrivains étaient lus par des femmes, et des femmes du peuple, parce que le lectorat s'était considérablement élargi au XIXe siècle, avec des taux d'alphabétisation records. Et notamment, on trouvait plein de lectrices chez les ouvrières, chez les portières, c'est-à-dire les concierges. Et donc, le roman Chez la portière, c'est un roman dialogué. Henri Monnier, apparemment, écrivait des dialogues, donc ça a cette forme. C'est pas du théâtre, hein, c'est vraiment un roman. Où il s'adresse à ses lectrices réelles. Donc je sais pas du tout ce qu'il leur dit, mais je trouve ça super intéressant, cette prise en compte d'un lectorat réel, donc cette adresse dans l'écriture,
à un moment où au contraire la modernité littéraire était en train de figer un espèce d'imaginaire de publication où le public était un public virtuel. Totalement virtuel et universel. Donc là ce qu'ils disent c'est que le roman Chez la portière fut un grand éclat de rire en plein romantisme. Écrite en 1829, cette scène populaire est un instantané de la vie du petit peuple de Paris, la lecture en commun dans une loge de concierge du roman populaire à la mode, Coëlina ou l'enfant du ministère. J'imagine que c'est un roman fictif, mais voilà, c'est déjà une œuvre de sociologie de la littérature. Romancée. J'ai aussi acheté celui-là. Alors en fait, j'étais en train de lire un texte de Colette qui s'appelle L'étoile Vespère, qui est un des derniers textes de Colette qu'elle écrit après l'occupation allemande dans Paris, je crois, et où elle se dépeint, vieille femme ingambe, comme elle dit, regardant par la fenêtre et recevant des gens chez elle, notamment des jeunes écrivaines qu'elle chapeautait un peu, dont Claude Chauvière, qui fut sa secrétaire, il me semble. Alors, si je ne confonds pas, parce qu'il y en a plusieurs des jeunes écrivaines, Claude Chauvière, c'était une globe-trotteuse qui écrivait, entre autres, de la littérature de voyage. Donc là, La femme de personne, je l'ai vraiment pris au hasard, mais je trouvais ça... Enfin, déjà, j'avais jamais vu des livres de ce format-là. Donc, c'est une édition de quelle année, celle-là ? Zut alors, je ne trouve pas. Juillet 1928. Donc il me semble que c'est l'édition originale. Et cette collection d'ailleurs c'est rigolo, c'est chez Fayard, c'est ça. Dans la même collection, on a des ouvrages de Gérard Douville. Donc Gérard Douville qui était la fille d'un poète, donc j'ai oublié le nom, c'est un pseudonyme masculin. On trouve aussi des gens comme Pierre Louys, mais aussi Marguerite Audoux, Maeterlinck, Mauriac, donc plutôt des gens assez reconnus dans le monde des lettres. Et Claude Chauvière, il me semble, n'a jamais été réédité. Donc il y a des petites gravures qui sont très jolies. Bref, très curieuse de la découvrir, puisqu'après tout, Colette en dit le plus grand bien. J'ai complètement oublié, avec le roman Chez la portière, de regarder la date. Je trouve ça intéressant pour ce genre de choses. Édition Garnier Frères, 1978, plus réédité depuis, pardon. Il y en a un que j'ai commandé et pas encore reçu, qui s'appelle La Rebelle de Marcel Tiner, alors que ça a l'air vraiment formidable. C'est dommage, mais le dernier que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Et c'est Émilie, ou La jeune fille auteur, de Mademoiselle Uliac Trémader. Je crois que c'est Sophie Uliac Trémader. J'ai complètement oublié, je suis désolée. Très intéressant celui-là, donc c'est un roman du 19e siècle. Et c'est un roman destiné à la jeunesse, donc vraiment un roman fait pour les enfants, sur la condition d'autrice, tout simplement. Écrit par une autrice. Et il me semble, en tout cas quand... Je sais plus si c'est Eliane Viennot qui en parlait ou si c'était Martine Reid. Il me semble qu'il y a vraiment une forme de dissonance, comme chez beaucoup d'autrices du 19e siècle, qui avaient très bien intégré le fait que l'écriture n'était pas un truc de femme, que le génie n'était pas féminin et que les femmes étaient cantonnées à certains genres, c'est-à-dire les romans d'amour ou la correspondance ou le journal intime, ou à la rigueur les ouvrages pédagogiques et la littérature enfantine. Et qu'en fait tout le reste c'était pour les hommes et que les femmes qui écrivaient le reste elles étaient masculines, ce qui était pas du tout un compliment à l'époque. Bref, je me suis perdue dans ma phrase et j'en suis désolée, mais je voulais vous lire le début parce que c'est vraiment génial. C'est une édition de 1913 je crois. Il n'y a pas la date mais j'ai vu sur le site. Donc évidemment c'est très illustré puisque c'est à destination des enfants. Et ce que je trouvais rigolo c'est qu'il y avait des petites écritures enfantines aussi, donc on voit que l'ouvrage a vraiment été lu par un enfant. Alors
Chapitre 1. La famille Muller. Femme auteur, ces deux mots ne cessaient de retentir à l'oreille d'Émilie. Absorbée en elle-même, elle marchait, sans rien regarder et sans rien voir, au milieu de la foule qui encombrait ce jour-là, plus que de coutume, les boulevards intérieurs de Paris, car c'était un jour de fête. Au premier mot de Madame Montigny, ancienne amie de sa mère, sur la possibilité de s'ouvrir une carrière, et surtout d'être utile à son aïeul, à sa cousine Charlotte, le cœur dévoué de la jeune fille avait battu d'espérance et de joie. Travailler pour les siens, rendre à son grand-père l'aisance dont jadis il avait joui, assurer à sa cousine qu'elle regardait comme une seconde mère un asile paisible pour le temps où, tout à fait vieille, la pauvre Charlotte serait infirme à son tour. Tel était, depuis qu'Émilie se trouvait en âge de réfléchir, l'objet constant de ses désirs les plus chers. Mais lorsque Madame Montigny, après avoir fait hautement l'éloge des qualités morales et des facultés intellectuelles qu'elle reconnaissait dans Émilie, avait conclu par ces mots « La carrière à laquelle je pense pour vous, mon enfant, est celle des lettres », la jeune fille, déjà bien confuse et ne sachant trop si elle n'avait point mal entendu, s'était écriée « Moi, madame, moi, devenir femme de lettres ?» Et pourquoi non, avait répondu Madame Montigny en souriant malgré elle de son air stupéfait. Une visite imprévue était venue interrompre l'entretien, et la jeune fille avait promptement disparu. « Femme de lettres » répétait-elle en marchant avec une rapidité extrême, et une autre voix en elle répétait « Pourquoi non ?» Et son imagination, une imagination de 17 ans, faisait bien du chemin. Émilie s'était sentie confondue à cette pensée d'écrire, et d'écrire pour le public, qui venait de lui être suggérée comme chose toute simple. Maintenant, elle se voyait déjà placée au nombre de ces femmes de lettres dont tant de fois elle avait admiré le talent, le génie, sans aucun autre retour sur elle-même que le sentiment modeste de son peu de valeur et même de sa nullité. Et elle souriait à l'espoir de devenir leur émule, de faire parler d'elle, de s'entendre citée comme auteur célèbre. Et elle courait droit devant elle, les joues en feu, l'œil étincelant de joie et d'orgueil. Soudain, elle s'arrête, hésite un moment et semble vouloir retourner sur ses pas. Émilie serait si heureuse de confier à Pauline, son amie, sa meilleure amie, ce que Madame de Montigny vient de lui dire, etc., etc. Il y a plusieurs choses que je trouve super intéressantes ici. Déjà, devenir autrice, pour la jeune fille, c'est pensé comme une carrière, et comme une carrière rémunératrice. Donc pas sous l'angle du profit symbolique, qui est un peu envisagé, mais qui est très secondaire, mais sous l'angle vraiment du profit matériel. C'est-à-dire que c'est envisagé comme un métier à même de pouvoir assurer sa subsistance, mais aussi celle de son grand-père et de sa cousine, me semble-t-il. Donc, plutôt que de penser à d'autres métiers qui seraient convenables à une jeune fille de son état, donc je sais pas trop lequel, mais voilà, visiblement elle a reçu une bonne éducation, elle envisage la carrière de femme de lettres. Ça raconte plusieurs choses. Déjà que écrivain est une carrière possible. Et ça c'est rigolo parce que du coup les deux historiennes là, l'historienne et la chercheuse en lettres dont j'ai parlé au début de la vidéo parlaient de ça, et il me semble qu'elle disait, je sais plus laquelle, que Félicité de Genlis, qui était une aristocrate exilée après la Révolution française, était la première femme de lettres à faire carrière à partir de son activité de femme de lettres, donc au tournant du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe, et qu'elle en était d'ailleurs extrêmement fière parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle avait à travailler pour subvenir à ses besoins et qu'elle y réussissait très bien grâce à son écriture. Donc là on voit aussi que l'écriture peut apporter une forme de subsistance, et c'est aussi grâce au fait qu'en fait le droit d'auteur ait été pensé. Alors je ne vais pas dire de bêtises sur la date, mais c'est récent au moment où le livre est écrit. Il y a autre chose, c'est que quand la jeune Émilie se compare à ses prédécesseuses, je ne sais pas si ça se dit, elle ne se compare pas à des écrivains hommes, mais uniquement à des autrices de génie et de talent. Donc il y a la reconnaissance en creux d'une filiation féminine auprès d'écrivaines qui fournissent un modèle très positif, avec le mot de génie qui au XIXe siècle est un mot fort utilisé,
Et on voit aussi qu'elle rêve de célébrité, qu'elle est orgueilleuse, les joues en feu, etc. Donc qu'il y a aussi un espoir de profit symbolique. Alors, je suis juste allée voir du coup pour ces histoires de droit d'auteur. Le livre date de 1853 et le droit d'auteur est une invention progressive du XVIIIe siècle qui commence à être reconnue vraiment au moment de la Révolution. Voilà. Bon, j'ai fini cette petite vidéo. J'ai bon espoir dans l'avenir d'acquérir un jour les œuvres complètes de Marie-Jeanne Riccoboni. J'ai vu qu'elles coûtaient 250 €, mais je vais économiser sou à sou pour pouvoir le faire. En tout cas, j'avais juste envie d'un peu échanger autour de cette question de comment est-ce qu'on pense nos bibliothèques. Est-ce qu'il y a des livres qu'on a chez nous parce qu'on veut en fait que ces livres existent encore matériellement, soient accessibles. On veut les valoriser comme un espèce de fonds qu'on aimerait en fait rendre à nouveau visible. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'importe de plus en plus et qui me guide dans mes achats. Alors c'est pas toujours évident parce qu'en fait les ouvrages anciens peuvent ne rien valoir. Je veux dire, ça je crois que je l'ai acheté 3 €, bon après avec les frais de port quoi. Ou ils peuvent au contraire valoir beaucoup d'argent et c'est parfois difficile à comprendre la logique des cours, parce que là vraiment je vais piocher chez des autrices qui ne sont plus éditées, plus vraiment lues, plus vraiment recherchées en fait, et malgré tout on peut trouver parfois des prix complètement aberrants. Ce sont les hasards du cours des livres auxquels je ne comprends rien et je ne connais rien. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour parler de vos propres pratiques de conservation de livres. Et aussi du rapport que vous pouvez avoir à cette littérature du passé qui n'est plus lue. Parce que c'est quelque chose que je voulais dire avant de commencer la vidéo et que j'ai complètement oublié. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant émotionnellement à lire un texte en se disant que probablement on est la seule personne à lire ce texte ce mois-là, voire cette année-là. Et à se dire que sans cette curiosité-là, ce texte, en fait, peut-être aurait basculé, pas définitivement, mais presque dans l'oubli, en tout cas longtemps. Alors même qu'un auteur ou une autrice a passé des centaines d'heures à travailler dessus. Je pense que Claude Chauvière, j'ai pas l'impression qu'elle soit très très lue. Elle n'a jamais été rééditée, en fait. C'est pas le cas de tous les autres auteurs et autrices que j'ai sous la main ici par ailleurs, mais vraiment elle, je pense que c'est la plus oubliée. Donc, voilà.